Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents problèmes que j'ai eu avec ma Royal Enfield himalayenne. Elle a actuellement 25 000 km au compteur. Elle dort dehors. Et ça expliquera peut-être certains de mes soucis qui ne seront peut-être arrivés qu'à moi, mais qui peuvent arriver à d'autres personnes qui vivent sur le bord de mer. Les principaux problèmes que j'ai eus sont d'ordre électronique. Cependant, le problème le plus coûteux que j'ai eu concerne les roulements de la fourche de direction. Vous devez vérifier le jeu qu'il y a dans votre fourche de direction après chaque session en tout terrain. Ça se caractérise par un clock quand vous freinez de l'avant. En fait, quand vous freinez de l'avant, vous sentirez comme un petit à-coup. Ou bien, quand vous mettez votre moto sur le pied central et que vous tournez légèrement la fourche de droite à gauche, si vous sentez un point mort, c'est que soit les roulements doivent être graissés ou bien ils doivent être changés. Dans mon cas, mes roulements ont dû être changés. Il existe des roulements de meilleure qualité produits par NTN et je l'afficherai directement dans la vidéo maintenant. L'opération coûte une centaine d'euros et nécessite qu'on enlève la fourche. Généralement, on en profite pour changer également l'huile de la fourche. Le problème apparaît généralement autour des 10 000 15 000 km. Mais ça dépend de certaines personnes, comme j'ai dit précédemment, ça dépend principalement de l'état de la route. Le second problème que j'ai rencontré concerne le capteur de béquille latérale. Celui-ci envoyait des faux signaux à mon ordinateur, ce qui coupait le moteur en roulant. Je vous laisse imaginer le plaisir que c'était. Alors la solution la plus simple que j'ai trouvée est de tout simplement déconnecter le capteur de béquille latérale. La pièce coûte une cinquantaine d'euros à remplacer chez Royal Enfield. Peut-être que vous trouverez la pièce moins chère sur eBay, mais pour moi, je n'ai pas encore trouvé la pièce et de toute façon, je ne me sers plus du capteur, donc il n'est plus nécessaire pour moi. Le troisième problème que j'ai eu concerne le boîtier du phare. En fait, à force de rouler dans des terrains accidentés et avec toutes les vibrations que ça occasionne, le boîtier va commencer à se fissurer et il sera nécessaire de faire fondre le plastique en dessous des craques et de rajouter de l'époxy par-dessus. Avant d'avoir eu les craques dans mon phare, j'ai également eu des vibrations des bruits de plastique venant du phare. Du coup, certaines personnes conseillent de mettre un joint silicone autour du phare avant de le remettre. Chose que j'ai faite. Il me semble que c'est un tube qui est conçu spécifiquement pour les joints de culasse et ça a réglé mon problème de vibration tout simplement. Le quatrième problème que j'ai eu concerne le dashboard. Alors dans mon cas, il y avait de la buée à l'intérieur de mon dashboard, ce qui m'ennuyait lorsque je roulais. Il existe une solution simple qui consiste à retirer le sticker derrière le dashboard afin que l'air puisse rentrer et sortir aisément. Cependant, moi, quand je roulais, j'avais aussi un autre problème. En effet, celui-ci faisait un bruit de plastique à chaque fois que je roulais. Je l'ai démonté et je me suis rendu compte qu'avec les vibrations, les pièces ont commencé à avoir du jeu. Je me suis également rendu compte qu'il y avait de la corrosion sur la carte mère, ce qui explique l'absence de rétroéclairage sur mon dashboard. Après avoir emmené la carte mère chez l'électronicien afin qu'il fasse un pont pour réparer cette fonctionnalité, j'ai remonté toutes les pièces et j'ai remis de la colle afin que les plastiques ne bougent plus. Mon cinquième problème concerne le pare-brise qui se fissurera au niveau des fixations. Lorsque vous devrez le changer, vous aurez les vis et les supports en caoutchouc du châssis à changer. Mon sixième problème concerne la rouille qui s'est développée à l'intérieur de mon réservoir. En effet, sur la trappe à essence, le joint a tendance à craquer. L'unique réparation qui est possible de faire via les pièces officielles est de remplacer entièrement la trappe à essence. Cependant, vous pouvez acheter simplement le joint sur hitchcock.com.uk, le site qui se trouve en description. Une fois cela fait, il sera nécessaire de retirer la trappe à essence et lorsque vous essaierez de démonter le mécanisme, il y aura des ressorts qui sauteront et qui iront à l'autre bout de la pièce parce que c'est toujours sympa la vie. Et comme dirait Farine de Blé, j'ai rien filmé. Vérifiez votre trappe à essence et mettez un doigt dans votre réservoir et touchez les parois de l'intérieur. Si votre doigt ressort avec une couleur brunâtre, c'est pas parce que vous vous êtes trompé de trou, c'est juste que vous avez de la rouille dans votre réservoir. Et celle-ci entraînera plusieurs problèmes. Pour ma part, j'ai dû démonter la pompe à essence une fois pour nettoyer le filtre à essence.
mais également l'injecteur. Car oui, en effet, il s'est bouché. Et j'ai jamais de chance. J'ai traité le réservoir avec de l'acide, cependant le problème est revenu une seconde fois. Et lors de la seconde fois, j'ai été chez mon mécano, et il a démonté ma pompe à essence pour faire le cycle normal des choses, c'est-à-dire nettoyer le filtre à essence et à nouveau l'injecteur. Mais cette fois-ci, le plastique du bas de la pompe à essence s'est fissuré, et on a dû en commander une nouvelle, car oui, il n'est pas possible d'uniquement acheter le plastique entourant la pompe à essence. Il faut également acheter la pompe, le plastique et le filtre à essence, bien évidemment. Par ailleurs, la partie qui a pété, c'est la partie qui est exposée au soleil en dehors du réservoir. Vraiment bien conçu cette merde. Mon 7e problème concerne le capteur de vitesse, pas celui de la boîte de vitesse, mais celui qui compte les kilomètres par heure. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au niveau du connecteur, au niveau de la prise Molex en haut, j'ai commencé à avoir du jeu et à un moment donné, le câble a rouillé. Le câble de transmission de données a rouillé et mon aiguille partait dans tous les sens lorsque je roulais sans aucune raison. De ce fait, j'ai voulu racheter une nouvelle pièce. J'ai voulu racheter un nouveau câble, mais ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, il fallait commander le capteur et le câble en même temps, dans le même ensemble, ce qui coûtait plus de 80 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la prise Molex avec un truc trouvé sur AliExpress, que je fournirai bien sûr en description. Et j'ai refait les soudures comme il faut. Et après, mon problème a disparu. Mon dernier problème concerne le TPS. Alors, le TPS, aussi appelé Total Position Sensor, permet de dire au calculateur à quelle ouverture de gaz tu es actuellement. Et ça permet d'ajuster le nombre, le fuel que tu mets dans l'injecteur. Du coup, on a testé plusieurs trucs, etc. Alors, au départ, sur l'ordinateur de bord, il disait que c'était un problème de vilebrequin, de capteur de vilebrequin, capteur de position de vilebrequin. Et finalement, en testant les différents capteurs au multimètre avec mon mécano, on s'est rendu compte qu'en fait, le capteur de vilebrequin, il envoyait le bon signal. Mais c'était pas le cas du TPS. Et en fait, quand tu as une erreur de TPS, sur l'ordinateur de bord, il dit que c'est un problème de capteur de vilebrequin. Ce qui est franchement bien conçu encore une fois. Je suis salé? Non, pas du tout. Ça sent le vécu? Totalement. Bref, cette pièce, tu peux pas la commander seule. Tu dois la commander avec un ensemble complet. Ça veut dire le papillon, le boîtier qui l'entoure, le TPS, et en fait l'injecteur il se met dans ce boîtier-là. Et ça coûte 400 balles. Alors, merci encore à hitchcock.com.uk qui fournit le TPS seul, que tu as juste besoin de régler, parce que c'est un potentiomètre, hein. Et finalement, après, l'erreur est partie et ma moto, elle redémarrait sans problème. Et j'avais plus de problème de richesse parce qu'avant, on s'était rendu compte également que ma bougie était encrassée très très rapidement. J'ai dû la changer 3-4 fois au total. C'est toujours un plaisir quand tu achètes une bougie Iridium et qu'à la fin, on te dit « elle est niquée ». Vraiment un pur plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Malgré tous les petits problèmes que j'ai eu, je suis content de l'avoir cette moto parce que finalement elle répond bien aux besoins que je voulais. Une moto pas chère, simple et qui permet d'aller un peu partout. Une vraie petite moto d'aventure entre guillemets. Et finalement il n'y en a pas d'autres sur le marché. Je réfléchis, mais il y en a. J'avais vu qu'il y avait la Vogue Rally 300 là. Mais bon, j'ai encore moins confiance en du chinois qu'en de l'indien. Donc je l'achèterai pas. La Transalp, ça coûte trop cher. La Ténéré aussi. Et j'ai tout de même envie d'avoir une moto assez récente parce que quand je parle à mes amis qui ont des anciennes motos à carbu, des fois ils trouvent pas des pièces très spécifiques. Et du coup, c'est la galère. Donc finalement, c'est ce que je cherchais. Donc voilà. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir regardé. Et tant pis pour les quelques vulgarités que j'ai dit. C'est pas grave. Ça s'appelle le vécu. Je voulais que ça se ressente un peu pour cette vidéo parce que la précédente était un peu plus travaillée, un peu plus normale. Donc voilà. Salut.